Ultime séance de l'année, 19e ultime. Je vous présente Jean Roblin, professeur émérite de philosophie à l'université de Nice. Il nous a déjà fait une fois une conférence sur la marchandise, me semble-t-il. La plus-value aussi, il y a longtemps. La marchandise, etc. À l'époque, nous étions à Saint-Jean-d'Angély. Et donc là, aujourd'hui, le marxisme, virgule, idéologie dominée, dédominée. Dominée et E, dédominée et S. Après quoi, ce sera l'été, les vacances, la plage, la bronzette, et nous nous reverrons le 13 septembre pour quelque chose d'agréable, le commentaire du discours de la servitude volontaire de la Boétie. Voilà, que nous avons déjà travaillé plusieurs fois avec Hugues, et d'autres choses encore. Je ne vous les énumère pas, puisque vous avez ça sur le site des Amis de la Liberté, donc je vous laisse le consulter. Jean, à toi, Joe. Merci. Il y a une question simple qui peut résumer la problématique de l'hégémonie, c'est comment ont-ils fait pour nous avoir? Ils, les dominants, nous, évidemment, les dominés, les subalternes. Et pour répondre à cette question, on pense tout de suite, bien sûr, à des pratiques de contrôle de la population, ou à l'idéologie dominante, rouleau compresseur de l'idéologie dominante. Mais malgré tout, ils ont quand même obtenu du consensus à leur direction sociale, donc à notre propre dépendance. Bon. La servitude volontaire, là le problème c'est que c'est pas volontaire. Bon. Mais on s'est quand même fait avoir. Mais pour comprendre leur succès, il faut poser la question inverse. Comment avons-nous fait, nous, les subalternes, pour nous faire avoir? Autrement dit, non seulement nous n'avons pas produit de système d'idées capable de nous sortir, en gros, de notre dépendance, malgré de nombreux efforts, mais nous avons forgé des armes pour nous faire battre. L'hégémonie, donc, c'est pas simplement l'effet du rouleau compresseur de l'idéologie dominante, c'est un effet de cette production d'idéologie dominée propre aux subalternes et qui naissent de leur position spécifique, de leur position subalterne. Et c'est ça, évidemment, qui est le point, en somme, qui fait mal, si vous voulez. Alors cette question, je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est Lénine, à mon avis, dans Que faire, donc en 1902, qui la pose dans des termes un peu différents, parce qu'il n'y a pas encore d'hégémonie, de choses comme ça, mais il la pose, c'est ce qu'il appelle l'économisme, qui consiste en somme à réduire la lutte des classes à un simple prolongement de la lutte économique, de la lutte syndicale, si vous voulez, patron-employé, patron-ouvrier. Et la formule de l'économisme, c'est donner à la lutte économique elle-même un caractère politique. Donc vous voyez, dire que la lutte politique est une sorte de continuation de la lutte économique, point final. Bon. Et nous dit Lénine, ça c'est la meilleure façon d'arriver au réformisme, parce que cette lutte politique qui continue la lutte économique, c'est simplement de demander des améliorations et des réformes. Et avec ça, hop, on loupe la révolution. Et vous voyez bien, quand Lénine parle d'économisme, il parle d'un courant du marxisme. C'est-à-dire que c'est dans le marxisme que ça se pose, c'est dans le marxisme, si l'on reste à la position initiale employeur-employé, si vous voulez, c'est là qu'il se fait avoir. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un petit paradoxe, là aussi, de la part de Vladimir Ilitch. Alors pourquoi
la théorie et la pratique révolutionnaire naissent pour Lénine justement du décentrement de ce point de vue. Sortir des seuls rapports patronat-salariat, si vous voulez, pour investir l'ensemble des rapports sociaux. L'ensemble des rapports de toutes les classes. Donc, vous voyez bien, sortir de ce point de vue immédiat des dominés, hein, qui conduit leur domination. Et pour en sortir, ben, il faut que la classe ouvrière devienne, alors il ne dit pas encore hégémonique, le mot apparaîtra chez les bolcheviks vers 1908, hein. Mais c'est ça que ça veut dire. Il faut que la classe ouvrière devienne hégémonique, qu'elle soit capable de mouvoir l'ensemble des classes, l'ensemble des rapports sociaux, ce qui est possible à ses yeux, alors peut-être là avec un effet de conjoncture, hein, c'est le tsarisme, pouvoir absolu, etc. C'est possible en soutenant l'ensemble des revendications démocratiques, d'où qu'elles viennent. Vous savez que Lénine adorait les curés, il n'hésitera pas à dire si les curés ont une revendication démocratique, on soutient les curés. Mais évidemment, le problème n'est pas réglé. Si la classe ouvrière ne peut de son seul point de vue devenir révolutionnaire, comment peut-elle se décentrer, hein? Comment peut-elle sortir d'elle-même pour arriver à mouvoir l'ensemble des rapports sociaux? Et ça, c'est le second aspect de Que faire. C'est le parti qui porte la conscience révolutionnaire de la classe. Et qui, en somme, joue un rôle de représentation qui va agir en son nom et à sa place. En somme, c'est l'organisation qui seule peut fondre en elle, hein, toutes les classes de la société. Alors, ce point de vue, on le comprend très bien, surtout, évidemment, dans la conjoncture de la Russie, du tsarisme. Seulement, le problème, c'est que cette solution va ensuite se retourner, justement, en idéologie dominée. Dans la tentative d'octobre de construire le communisme. Elle a produit un fétichisme de l'organisation, ce qu'on peut appeler un fétichisme de l'organisation, la croyance dans la vérité détenue par le parti, si vous voulez, pour dire les choses vite fait. Et évidemment, cette croyance s'est retournée contre la construction du communisme, dans la construction d'une prétendue société socialiste. Corollaire de ce que je suis en train d'essayer de vous dire, finalement, ce n'est pas les capitalistes qu'on finit par avoir la peau du communisme, c'est nous qui avons cru à un pseudo-socialisme qui s'est détruit lui-même, et c'est nous qui nous sommes tapés sur la tête avec la faucille et le marteau. Bon. Un symptôme précoce de cette idéologie de l'organisation, mais je précise, elle n'est pas à ce moment-là encore constituée comme elle le sera après, vous le trouvez si vous comparez deux textes de Lénine. D'un côté, l'État et la Révolution, la concentration du pouvoir, hein, dans l'État et la Révolution, c'est la pyramide des soviets, tout le pouvoir aux soviets. Bon. Si vous ouvrez maintenant la maladie infantile, qui est de 21, pas de 17, là, la pyramide du pouvoir, elle se définit par la pyramide des organisations, avec le parti en haut, les syndicats en dessous, et les soviets qui sont en quelque sorte l'organe, si vous voulez, d'extension, hein, d'expansion de la politique du parti, mais qui sont pris dans le fameux système de la courroie de transmission, expression que vous trouvez dans ce passage de la maladie infantile. Bon. Et donc, pour le dire crûment, l'idéologie propre aux dominés, le marxisme, dans
celui de la Révolution d'octobre, s'est retourné dans le stalinisme en une idéologie dominée au service de ce qui va se constituer en classe dominante. Alors il faut essayer de voir quelle transformation, évidemment, a pu subir le marxisme pour finir par fonctionner comme ça. Pour lui-même, en somme, fonctionner comme un masque d'une domination et de l'exploitation du travail. Alors, pour le dire vite, en récupérant l'idéologie de l'organisation, l'idée que le parti est la vérité de la classe qu'il représente, et en sacralisant l'organisation et en introduisant un fonctionnement religieux du marxisme. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Le premier indice de ce retournement idéologique, de cette transformation du marxisme dans la période stalinienne, qui va nous obliger à un peu fouiller dans les rapports sociaux de l'URSS, c'est la transfiguration des catégories économiques. Les bonnes vieilles catégories du capitalisme, salaire, profit, relations marchandes, etc., revêtent une signification totalement différente à condition qu'on leur accole l'épithète de socialiste. Transformation mystérieuse, vous voyez, bon, le salaire devient brutalement socialiste. Bon. Alors, il y a des salaires, mais officiellement pas de salariat parce que le salaire est socialiste. Il y a du profit, mais c'est du profit socialiste. Hein, faut pas... Bon. Il y a du commerce, mais il n'y a même pas de commerçants parce que le commerce est socialiste. Et hop. Alors bon, commençons, peut-être par le commerce et les commerçants. Alors la plupart des citations que je vais vous donner sont tirées, non pas d'un auteur hétérodoxe, que sais-je, elles viennent toutes de Joseph Staline. Hein, je vous préviens, c'est... Donc, bon... Donc, déjà, les questions du léninisme. En ce qui concerne les échanges dans le pays, les marchands et les spéculateurs ont été chassés complètement de ce domaine. C'est dans les années 30 hein, qui dit ça, après le premier plan quinquennal. Tout le commerce est aujourd'hui entre les mains de l'État, des coopératives et des kolkhozes. Un nouveau commerce est né, s'est développé, le commerce soviétique, commerce sans spéculateurs, sans capitalistes. Alors, ce serait beau si, par exemple, les entreprises ne pouvaient pas fonctionner en accumulant du capital. Alors, on va voir que ça, c'est pas sûr. Ce serait beau aussi s'il n'y avait pas, déjà à l'époque, tout un commerce parallèle où là, le marché noir allait bon train et où on ne peut pas dire que la spéculation était rigoureusement absente. Bon. Et même les coopératives pouvaient jouer comme des acteurs privés. Par exemple, en retardant les ventes, etc., pour essayer de vendre plus cher. Enfin bon, des combines qu'on connaît tous. Bon. Alors, deuxièmement, le fameux salaire socialiste, puisqu'on admet l'existence de salaire, et pour cause, mais on nie l'existence du salariat. Alors, le grand argument de Joseph, je vous le donne, hein, c'est toujours de lui, les propos sur la force de travail comme marchandise et sur le salariat des ouvriers sonnent d'une façon assez absurde sous notre régime. Comme si la classe ouvrière qui possède les moyens de production se salarie elle-même et se vend à elle-même sa force de travail. Alors ça, c'est un peu plus tard, c'est dans les problèmes économiques du socialisme hein, qu'on trouve cet argument. Mais en réalité, bon, je ne peux pas entrer dans les détails, mais on le trouvait déjà dans les années 30, et vous le trouvez même avant la période stalinienne chez Boukharine, qui était l'enfant chéri du parti jusqu'à ce qu'il soit purgé par Joseph. Bon. Alors, cet argument,
il suppose beaucoup trop de choses. Il suppose que, parce que l'État possède les moyens de production, c'est la classe qui les possède. Donc il suppose qu'il n'y ait absolument aucun jeu entre l'État et la classe. Aucun rapport de représentation véritable. Bon. Et le même Staline, pourtant, constate, je le cite toujours, hein, le fait est que les produits de consommation nécessaires pour compenser les pertes en force de travail dans le processus de la production sont fabriqués chez nous et réalisés en tant que marchandises soumises à l'action de la loi de la valeur. Toujours les problèmes économiques du socialisme. Alors ça, pas de peau, c'est exactement une des définitions que Marx donne du salariat. Autrement dit, voyez bien, on gomme, c'est socialiste parce que on est là, et parce qu'on le dit. Bon. Alors évidemment, accessoirement, l'argument stalinien, ce qui suppose donc, comme on disait, l'équivalence de l'État et de la classe, bah, ça rend très difficile de comprendre l'existence, par exemple, d'une terreur de masse de l'État sur la classe. À quoi bon, hein, si c'était si transparent, hein, pourquoi les grandes années, vous voyez, à la fin des années 30, de terreur? Et puis, il y a un autre aspect de la question qui est troublant, c'est que pour Staline, le capitalisme, vous voyez bien, ne peut être en gros que du capitalisme privé. Il n'y a pas de capitalisme parce qu'il n'y a pas de capitaliste, évidemment pas de capitaliste au sens d'individus, possesseurs, privés, etc. Bah oui, mais bon, et pourquoi il n'y aurait pas un capitalisme d'État? Bon, hein, d'autant que je vous rappelle qu'après tout, bon, Lénine qui faisait jamais dans la dentelle et qui disait jamais que les choses vont bien quand elles vont mal, explique par exemple que la NEP c'est du capitalisme d'État. Alors que, il y a encore, la plupart des entreprises sont toujours nationalisées. Vous voyez, bon. Tout ça passe à l'as, hein, sous Staline. D'ailleurs, très curieusement, ce que Lénine voyait comme du capitalisme d'État pendant la NEP, donc même dans le secteur nationalisé, à l'intérieur du secteur d'État, devient mystérieusement un secteur socialiste après sa mort. Là, c'est pas Joseph qu'on est responsable, c'est Boukharine, mais l'argument, vous voyez, s'étire tout au long de l'épopée, si on peut dire, d'Octobre. Donc, pourquoi pas un capitalisme d'État? Alors, continuons. L'État est-il vraiment l'État de la classe ouvrière? Ben, on peut se poser des questions. Par exemple, l'assimilation directe du commandement du parti au commandement de l'État, qui montre au contraire un exercice du pouvoir à la fois économique et politique par une pseudo-élite cooptée, à savoir les dirigeants du parti. Bon. C'est ce que Staline appelle les cadres. Bon. Hein? Les cadres de notre parti, c'est le corps de commandement du parti. Et notre parti étant au pouvoir, les cadres forment aussi le commandement des organismes dirigeants de l'État. Ah ben oui, mais précisément quand on parlait des soviets, c'était justement pour qu'il n'y ait pas ce genre d'élite qui, en somme, phagocyte et noyote l'appareil d'État. Bon. Et évidemment, le tournant techniciste qui s'effectue à la fin du premier plan quinquennal, en 34-35, si vous voulez, complète cette annexion de l'État par le parti en y intégrant les cadres économiques. Comme moment de la chaîne de commandement et comme dessaisissement de la classe ouvrière. Ça se traduit par le fameux mot d'ordre, qui est toujours de Staline, hein, dans les questions du léninisme, les cadres décident de tout. Je trouve qu'on ne peut pas être plus clair. Bon. Et ça va très loin, parce que si vous suivez
ce que vous dit Joseph, et vous savez, Joseph, il faut toujours le prendre à la lettre. Hein? Ouais, non mais c'est pas une blague. Quand Lénine disait, par exemple, on va pendre Lounatcharsky parce que les programmes d'instruction sont pas prêts, c'était une métaphore. Bon, quand Joseph disait on va prendre un mec, c'était plus du tout métaphorique. C'était direct. Bon. Alors, de tous les capitaux précieux existants dans le monde, le plus précieux et le plus décisif, ce sont les hommes, les cadres. Bon. La vérité de l'homme, c'est le cadre. Bon. Alors, maintenant, le profit socialiste. Bon, ça c'est vraiment ce qu'on appelle, en termes de rhétorique, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est l'obscure clarté, un truc comme ça. Bon. Or, qu'est-ce que c'est que le stalinisme? Bah, c'est le recours aux bonnes vieilles recettes capitalistes. La gestion commerciale et la rentabilité. Bon. Ajoutons, dit Staline, que par suite de la mauvaise gestion, ça on veut bien le croire, le principe du rendement commercial s'est avéré absolument compromis dans toute une série d'entreprises et d'organisations économiques. Le passage d'ailleurs à la rentabilité des entreprises individuelles est assuré par le décret du 11 avril 1936 qui supprime toute subvention à l'industrie lourde et qui, en compensation, lui permet d'augmenter les prix de gros. Bon, bah, autrement dit, l'industrie passe à un régime d'autofinancement par les prix. Bon. Ah ben, ça ressemble vachement à du... Hein, ça ressemble de plus en plus à du profit, tout ça. Bon. Et alors, Charles Bettelheim, un économiste français, mais qui à l'époque où il a fait sa thèse en 1947 sur la planification, était un orthodoxe intégral, admirateur de l'Union soviétique et de Joseph, cite un certain Songville, directeur de l'administration financière de l'industrie lourde, lequel, dans un article du 1er avril 1936, explique que le prix de gros ne peut être qu'un prix moyen valable pour la moyenne des entreprises, destiné à les rendre rentables, de façon qu'elles forment tout un bénéfice. Bon. Donc, vous voyez bien ce que ça veut dire, on se sert des prix pour contraindre les entreprises à faire du profit. Bah, je trouve qu'à chaque fois que je cite un texte, on est encore plus près du capitalisme. Et ce bénéfice était exprimé en argent. Pas du tout question d'une comptabilité en temps de travail, comme l'avait laissé entendre Marx, vous voyez, dans les grands textes canoniques, la critique du programme de Gotha, etc. Alors si le bénéfice est exprimé en argent, bah, c'est que la monnaie garde sa fonction d'accumulation de capital. Et d'ailleurs, curieusement, l'État soviétique, à l'époque, a procédé lui-même à des emprunts pour mobiliser l'épargne. Bon. Mais les titres vendus aux particuliers possédaient une certaine autonomie de circulation. On pouvait les revendre. Donc ils circulaient. Vous voyez bien? Ils circulaient financièrement. Bon. Et un économiste de l'époque, un certain Bronsky, souligne « Toutefois, la monnaie et le système monétaire continuent d'être, dans l'économie socialiste, l'échelle des prix, une mesure de la valeur, un instrument de la circulation, un moyen d'accumulation, un moyen de paiement. La question de la mesure de la valeur des marchandises a une très grande importance dans l'économie socialiste. » Ce qui montre d'ailleurs accessoirement que la loi de la valeur, qui chez Marx est comme loi générale la loi du capitalisme, n'a pas quitté la scène. Bon. Mais le texte de Bronsky, il date d'avant la guerre, il date des années 36-38. Bon. Alors la réponse officielle, parce qu'il y en a une, bah, vous la connaissez tous, parce qu'elle a été diffusée universellement, c'est que le surtravail produit par les ouvriers
et pas un profit parce qu'il l'aurait redistribué sous forme de services sociaux gratuits. Alors là, nombreux problèmes. Le premier, c'est que les services sociaux gratuits en question sont aussi une façon de maintenir la valeur de la force de travail à un bas niveau. Donc, si vous voulez, à des prix très contenus. Bon. En plus, dès l'époque, on le savait, et c'est quasiment dit officiellement, cette redistribution, en fait, favorise les hauts revenus qui ont droit à plus de services sociaux et de meilleure qualité. Bon, ce qui, là, évidemment, est vachement communiste. Bon. Et on pourrait évidemment conclure que, finalement, c'est du salaire indirect, ces services sociaux. Donc pas une abolition du salariat, mais si vous voulez, une rectification du salariat. Vous voyez ? Alors l'argument en question, bon, on l'a retrouvé partout, évidemment. Songez à Ambroise Croizat, bon, à propos de la Sécu en France, disant, bon, qu'est-ce qu'il y a de communiste en gros dans la Sécu? C'est que chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Bon, alors, c'est en partie vrai pour la Sécu d'après-guerre. Aujourd'hui, j'ai plus de doutes. Mais voyez bien que c'est un mécanisme rectificatif. C'est pas du tout un mécanisme de distribution selon les besoins. Hein, c'est un peu comme les allocs, si vous voulez, qui compensent bon, les gosses, etc. Et puis alors, il y a quand même un dernier problème. Bon. Les deux vieux, Marx et Engels, faisaient de l'égalisation des salaires une condition du dépérissement du salariat. Ça, c'est très clairement dit. Dans la... Alors évidemment, ce n'est pas instantané, mais il faut qu'il y ait une tendance à l'égalisation des salaires. Bon. Bon, là-dessus, par exemple, même la critique du programme de Gotha et puis la guerre civile en France. Et Lénine reste fidèle à cette ligne, malgré les énormes difficultés de la révolution russe. Par exemple, il y a un maximum des salaires dans le parti. Or, Staline, le 23 juin 1931, balaye carrément les billevesées des pères fondateurs et des héritiers légitimes. Quelle est la cause des fluctuations de la main-d'œuvre? C'est l'organisation défectueuse des salaires, le système défectueux des tarifs. C'est le nivellement gauchiste dans le domaine des salaires. Il était temps de dénoncer le gauchisme de Marx. Dans une série de nos entreprises, les taux des salaires sont établis de telle sorte que la différence disparaît presque entre le travail qualifié et le travail non qualifié, entre le travail pénible et le travail facile. Le nivellement a pour résultat que l'ouvrier non qualifié n'a pas intérêt à passer dans la catégorie des ouvriers qualifiés, qu'il est privé des perspectives d'avancement, ce qui fait qu'il se sent en villégiature dans la production. Ça, on va y revenir. Ne travaillons que temporairement pour se faire un peu d'argent et s'en aller ensuite ailleurs chercher fortune. Dès 1932, l'équivalence entre les salaires du parti et ceux des ouvriers est abandonnée. Et la différence ne fera que s'accentuer. Régression, une de plus, vers le capitalisme d'État. Pire, on peut noter une participation très dissimulée des dirigeants d'entreprises en particulier au profit, sous forme de frais généraux. Alors là encore, curieusement, il n'y avait pas de statistiques. Bettelheim, qui est très complet de ce point de vue-là, n'a pas trouvé une seule statistique véritablement fiable sur la façon dont les dirigeants d'entreprise arrivaient à capter des frais généraux pour leurs pommes. Bon. Un autre type
qui s'appelle Yvon, lui avait trouvé des variations allant entre 8 et 65% de frais généraux par rapport, vous voyez, au budget de l'entreprise. Alors 65%, c'est énorme. Et de l'aveu même de ces types, les variations en question, ben c'est du sursalaire, indépendant du travail effectif de direction, donc qui correspond tout simplement à une sorte de dividende caché annexé par les dirigeants économiques. Bon. Alors, la disparition de la spéculation, bon, ça commence à flotter dans les cordes. En tout cas, ces rémunérations traduisent bien l'existence d'une couche de privilégiés dans les directions d'entreprise qui ne sont en rien les employés de la collectivité, mais qui sont bien capables de s'approprier une partie de profit en douce. Alors, la différenciation des salaires apparaissait à Staline comme un remède nécessaire, on l'a vu, à l'accroissement de la productivité, bon, à l'intensité du travail, la villégiature, bon, et en même temps un moyen de lutte contre un troisième fléau, le turnover, qu'on dirait aujourd'hui. Vous savez, les gars qui se... Bon. Pour remédier à ce mal, dit Joseph, il faut supprimer le nivellement des salaires et briser l'ancien système des tarifs, qui était celui de l'ANEP. Le salaire aux pièces qui avait été ouvertement rétabli à l'ANEP, mais Lénine, quand il l'a rétabli, disait ouvertement « c'est du capitalisme d'État ». Bon, on est obligé, on recule, mais couteau sous la gorge. Bah, là, ça devient, une fois de plus, vous voyez, quelque chose de socialiste. Au-delà de certaines normes, d'ailleurs, il pouvait atteindre 100%. À partir de 1936, 4% des profits étatiques et jusqu'à 50% des profits d'entreprise pouvaient être affectés à un fonds directorial pour, vous voyez, ce système de travail aux primes. Bon, comme disait quelqu'un qu'on ne peut pas accuser de marxisme, travailler plus pour gagner plus. Et ces méthodes étaient doublées de méthodes de management tout à fait connues en Occident. Par exemple, faire signer aux travailleurs des contrats d'objectifs. Des méthodes de management. Ouais. Bon, là c'est un journaliste allemand, Arthur Feiler, qui cite une usine de textile de Tver, où les ouvriers déclarent « Nous nous engageons à diminuer les coûts de production de 20% d'ici au 1er mai. » Bon. Alors évidemment, la promesse, elle ne tient le coup que si les gars ne se barrent pas. Bon. Mais le turnover, c'est qu'ils se barraient avant. Et tout au long des années 30, donc, des mesures administratives doublent les mesures économiques pour embrigader littéralement le travail. Affectation autoritaire des diplômés en 1930, c'est pas le plus grave. Suppression des conventions collectives en 1935, bon, au profit d'une législation unique du travail que les syndicats sont censés gérer. Et en 1940, interdiction de démissionner sans l'accord des directions. Alors, évidemment, la réponse officielle de Joseph, toujours, bon, et de ses cadres, mais c'est lui qui cause, c'était que cette basse productivité, c'était le fait d'un manque de culture, de formation, de discipline, un héritage tsariste, bon... Mais ça n'explique pas tout à fait, par exemple, le turnover. Bon. Ces phénomènes me rappellent curieusement, moi, en termes marxistes, des phénomènes de lutte de classe. Bon. Une sourde résistance du travail contre
toutes les tentatives d'accroître l'exploitation. Une exploitation dont les formes ressemblaient étrangement à leurs sœurs capitalistes, peut-être, dans beaucoup de cas, la brutalité de la coercition en plus. Ainsi, si vous voulez, naissent ces formes de grève de la production qui vont durer quasiment jusqu'à la fin de l'URSS. Et le pire, c'est qu'il y a dans des textes de Staline, je le cite toujours, bon, moi je l'aime, cette résistance ouvrière, elle apparaît, vous voyez, indirectement évoquée. En particulier, quand il parle de Stakhanov, vous savez, le stakhanovisme. Bon. Citation de Joseph. Le sort de Stakhanov lui-même n'était pas meilleur, puisqu'il eut à se défendre dans sa marche en avant, non seulement contre certains représentants de l'administration, mais aussi contre certains ouvriers qui le raillaient et le traquaient pour ses innovations. Bah oui, et pour cause. Bon, on ne tient pas à se faire doubler les rythmes de travail, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était ça, hein, l'opération de Stakhanov, dont on a su après, évidemment, qu'elle était complètement bidon et que c'était un trucage. C'est Gorbatchev qui a accroché le morceau. Ah bon ? Ouais. Donc vous voyez, quand le camarade de Staline évoque à propos du stakhanovisme une étape nouvelle supérieure de l'émulation socialiste, bah, moi j'ai pas trop de mal à traduire émulation par concurrence, une concurrence organisée par le pouvoir. Alors évidemment, tout ça nous met devant un énorme paradoxe. Si on peut caractériser l'URSS comme un capitalisme d'État dont elle ne serait en gros jamais sortie, avec une classe dirigeante regroupant les dirigeants politiques et les dirigeants économiques, bah, cette classe dirigeante a réussi à dissimuler sa domination grâce à l'idéologie des dominés. Hein, par la proclamation, on est tous marxistes. Bon, et on y croit. Bon. Le pouvoir réussit en somme avec ça à obtenir une part de consensus, parce qu'il ne faut pas s'imaginer, bon la terreur, hein, on la connaît, elle a été énorme, bon, mais il ne faut pas s'imaginer qu'ils n'ont pas obtenu des formes de consensus, en particulier par l'introduction de la vie moderne, y compris dans les pays les plus reculés. Bon, vous voyez, l'arrivée du train, l'arrivée des tracteurs, c'était pas rien, hein. Bon, il ne faut surtout pas sous-estimer. Bon, et tout ça se légitimait parce qu'on est communiste, officiellement. Alors évidemment, donc, vous voyez bien, la première condition de possibilité de cette transformation, c'était la croyance que la socialisation des moyens de production se réduisait à la propriété d'État, en gros. Ce qui fait croire que, en gros, toute nationalisation devient une prémisse de socialisme, ce qu'on a entendu d'ailleurs hors de l'Union soviétique ensuite. Deuxième condition, le plan, qui semblait incarner la conscience de la société, hein, et son unité, vous voyez, la maîtrise sociale sur la production opposée à l'anarchie capitaliste. Et là, ça va tellement loin, n'oubliez pas que beaucoup de théoriciens, y compris bourgeois des années 30, hein, y compris certains passages de Keynes, y ont cru à ce caractère, en somme, à la fois socialiste et très bien organisé, vous voyez, de l'économie grâce au plan. Bon. Et puis, évidemment, hein, troisième condition, le pouvoir des travailleurs était défini par l'organisation, le fétichisme de l'organisation, que le stalinisme n'avait pas inventé, parce que, bon, vous le trouvez dans le marxisme de la Deuxième Internationale, bon, quand Lénine écrit « Que faire
il paraphrase Kautsky, le grand leader intellectuel de la Deuxième Internationale. Bon. Donc c'était pas une nouveauté, sauf que là, elle a été appliquée avec une sécheresse et une cohérence, disons, maximale. Alors, voyez bien, là aussi, on a un gros problème. Le marxisme apparaît maintenant comme la légitimation d'un socialisme inexistant. Ce n'est plus l'idéologie, en somme, comme reflet fantastique d'un fait réel. C'est plus tordu. C'est l'idéologie comme façon de dire imaginaire d'une réalité imaginaire. C'est deux fois imaginaire. Bon. C'est probablement d'ailleurs à cause de cette vision du socialisme, de l'URSS, que précisément quelqu'un que j'ai un peu connu dans ma jeunesse, Althusser, définit précisément l'idéologie, vous voyez, comme l'addiction imaginaire d'une réalité elle-même imaginaire et pas d'une réalité de fait. Voilà. Mais l'idéologie stalinienne, elle doit créer par l'imaginaire une réalité fictive qui agit sans exister, qui donc va être un effet de croyance énorme, gigantesque. La preuve d'ailleurs, je ne voudrais pas questionner de trop près les vieux parmi nous, puisque je ne suis pas le plus jeune, loin de là, mais on y a tous cru. Alors, bon. Mais, quand même, comment arriver à faire cette légitimation quasi magique, vous voyez, alors que la fusion directe de l'exploitation économique et de la domination politique, les deux dans le même sac, aurait dû conduire à une délégitimation systématique du régime. Bon. Il fallait réussir à faire fonctionner le marxisme comme, si vous voulez, dans la prétention du parti à être la bouche de vérité de l'histoire. La bouche qui dit la vérité de l'histoire. Pour rejeter les erreurs, les monstruosités sur des ennemis parfois réels, le plus souvent imaginaires eux aussi, on présentait l'URSS comme une forteresse assiégée, même quand elle ne l'était plus totalement, fonder une interprétation de l'histoire comme un éternel complot antisoviétique, même quand ça n'était pas le cas. Il fallait fonder la prétention du régime à désigner l'ennemi à cause de son autorité révolutionnaire. Et là, c'est le premier point. Pour légitimer le régime, on va perpétuellement invoquer le mythe fondateur, la grande geste héroïque, Octobre. C'est bien pourquoi d'ailleurs, dès la mort de Lénine, Staline va sacraliser le fondateur, qui justement ne le demandait pas. La veuve de Lénine a protesté contre la momification du corps. Bon. Mais il fallait maintenir le corps, il fallait maintenir la présence du leader, vous voyez, pour légitimer le régime. C'est comme le Christ qui est présent directement et réellement dans l'hostie, ni plus ni moins, bon, et tout aussi magique. D'ailleurs, Staline n'était pas sur place. Alors, il a prononcé le fameux discours du serment. Quand Lénine est mort, il n'est pas... Non, évidemment pas. Ils étaient à couteau tiré. Bon. Il a gueulé parce qu'ils avaient la velléité. Sauf qu'il a pris directement les affaires en main. Et il est arrivé vite fait, il a pris en main. Et c'est là qu'il prononce le fameux discours du serment, où on prête serment post-mortem à Vladimir Ilitch. Vous voyez? Alors, sur le moment, la rhétorique du serment n'a pas eu un énorme effet. Bon.
on le sait, bon, Trotsky l'a dit, d'autres l'ont dit, bon, mais ça va devenir un truc qui se répète tout au long du système. Pour vous donner un exemple, en 1946, il y aura un film qui s'appelle Le Serment, et qui précisément décrit l'histoire d'une famille qui prête serment à Vladimir Ilitch à sa mort, et qui continue le serment jusqu'au siège de Stalingrad. Vous voyez? Le serment renouvelé. Et donc, avant même d'ailleurs de jurer fidélité à la pensée du leader, fidélité, bon, vous savez, fidélité, hein, bien un mot de curé, ça. Hein. Bon. Il évoquait le pèlerinage des travailleurs autour de son cercueil, Staline. Vous voyez? La mise en place, hein, de ce halo religieux. Bon. Et ensuite, donc, on a mimé, en quelque sorte, imité la présence réelle du leader. Bon, la vénération de la momie, l'attribution perpétuelle à Lénine de la carte numéro 1 du parti, comme s'il était là. Hein? Le slogan « Lénine a vécu, Lénine vit, Lénine vivra ». Bon, c'était plus qu'une métaphore, là. Hein? L'épopée d'octobre, érigée en mythologie atemporelle, voyez, impliquant une sorte de mémoire permanente du mythe, hein, et une transmission permanente du mythe. Par exemple, dans les statuts de la jeunesse communiste, tout membre de la jeunesse communiste doit journellement et à toute heure ne pas oublier de remplir les commandements de Lénine. Alors, vu que les œuvres de Lénine, c'est 45 volumes, il y a de quoi faire. Bon. Et justifier ce nom communiste par sa vie et son action à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. Il doit porter haut l'honneur et la dignité de son organisation et du drapeau rouge communiste et le protéger comme une chose sacrée. Bon. Hop. Mais vous avez d'autres phénomènes apparemment plus... Si vous avez remarqué les affiches, par exemple de l'époque stalinienne, c'est très rare dans les affiches que derrière Joseph, il n'y ait pas la gueule de Vladimir. Vous voyez? Comme quoi, il s'agit de lier la continuité, hein, de l'un à l'autre. La figure légitimante de Lénine apparaît, vous voyez, derrière. Bon, sur les drapeaux, sur les banderoles. Bon. Et ça permet évidemment d'opérer le transfert de sacralité du fondateur au successeur. Hein? Ben oui, bon, l'autre il a eu la bonne idée de mourir à l'arrivée, comme Moïse, avant d'arriver à la terre promise, mais maintenant on va y être à la terre promise. Affubler Joseph du vocable de père des peuples, c'était tout simplement en faire l'héritier de l'absolutisme religieux du tsar. C'était la formule qu'on utilisait pour le tsar. Bon, point final. Autrement dit, vous voyez bien que Staline devient à travers tout ça l'incarnation de la patrie socialiste, et au-delà d'elle, évidemment, du communisme tout entier, hein, qui déborde, bien entendu, au dehors de l'URSS, et ça, c'est une autre histoire. Celle de l'homme que nous aimons le plus. Bon. Et l'image même de Staline devient sacrée, inspirant et légitimant la terreur, même à distance. Bon. Un fait loufoque. En 1939 s'ouvre une exposition sur les kolkhozes. Bon. Et devant, à l'entrée de l'exposition, on érige une grande statue de Staline. Bon. Mais pour faire la statue, on avait évidemment d'abord fait des modèles réduits, hein, des images en réduction.
Mais personne n'ose détruire les images en réduction. Toucher à l'image du grand homme, c'est attenter à la sacralité de Joseph. Et bon, oui, effectivement, vous savez que ce n'est pas des choses à faire, quoi. Bon. Ça devient un acte de sabotage, tout simplement. Vous voyez bien qu'ici, on est en présence d'une sorte de conception magique et religieuse de l'image, qui traduit cette présence universelle, à la fois obscure et terrifiante. Bon. Et il y en a un qui l'a résumé dans un mot qui lui vaut, à mon avis, et de très loin le prix de l'humour noir politique, c'est Nikita Khrouchtchev. Quand on lui a appris, quand on lui a confirmé, parce que ça commençait à se savoir dans les sphères, mais quand on lui confirme que Staline est bien mort, Nikita répond « Je me demande qui va oser le lui dire ». Alors cette mythologie fondatrice d'Octobre, elle assure au régime une sorte de maîtrise fictive du temps social et du sens de l'histoire. Les épisodes de l'histoire réelle vont être enserrés dans ce récit. Vous voyez, les plans quinquennaux répètent indéfiniment Octobre. Bon. Et pour déployer ce contrôle, le régime tente, sans grand succès d'ailleurs, de substituer aux fêtes religieuses traditionnelles des fêtes un peu teintées de paganisme. La fête des moissons, par exemple. Vous voyez, des fêtes périodiques correspondant au solstice, etc. Enfin, des trucs qui nous ramènent. Mais aussi, essayer de régler cette, en somme, cette maîtrise par le pli des corps, la régulation des mœurs et de la sexualité. Bon. En 1933, l'avortement est criminalisé. En 1934, c'est l'homosexualité. Alors que la révolution d'octobre, initialement, vous voyez, avait balayé tout ça. On avait même dit que les enfants illégitimes avaient les mêmes droits que les enfants légitimes. Enfin bon, c'était... Enfin, c'était le règne de la promiscuité, quoi. Et évidemment, cette maîtrise du temps social, ça veut dire qu'on va refouler la mémoire des individus. Il va falloir d'ailleurs qu'ils la dissimulent. Alors parfois, évidemment, il faut cacher les relations qu'on a pu avoir avec des types qui sont mal vus ou qui ont été condamnés. Bon. Donc il faut surtout, vous voyez, dissimuler ce qu'on a été. Un exemple typique, Konev, c'est un des généraux qui a gagné la Deuxième Guerre. Il y avait Zhukov et Konev, les deux chefs militaires. Konev, pour éviter la purge des généraux, c'est Tukhachevsky et compagnie, il n'y a que 2 généraux sur 18 qui y ont échappé. Bon. Zhukov, parce qu'il était d'origine prolétarienne, alors évidemment, ça la foutait mal, et Konev, parce qu'il a réussi à cacher complètement le patrimoine de ses parents. Donc, il fallait dissimuler. Le temps individuel est complètement absorbé dans le temps du régime. Et ensuite, eh ben, l'analyse de l'histoire devient la conséquence de lois générales dont le parti dit la vérité, qu'il explique et dont il dit la vérité. Des lois générales d'ailleurs censées définir le développement de la nature. Le marxisme stalinien érige une cosmologie prétendument matérialiste qui va donc transformer le parti en détenteur de la vérité et en autorité maîtresse de son sens. Par exemple, ça c'est bien entendu le matérialisme dialectique et le matérialisme historique, c'est toujours, j'y tiens. Bon.
S'il est vrai que la liaison des phénomènes de la nature et leur conditionnement réciproque sont des lois du développement de la nature, donc un processus, ce qui veut dire, il s'ensuit que la liaison et le développement réciproque des phénomènes de la vie sociale, eux aussi, sont non pas des contingences, mais des lois du développement social. Alors, ça peut sembler filandreux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prétendues lois du développement social s'appuient sur la nature. Donc elles sont intouchables. Hein. Vous n'allez pas faire la gueule contre les théories de Newton ou la relativité restreinte. Bah, là, même chose. Hein. Il y a une loi générale, par exemple, et naturelle, de transformation de la quantité en qualité, qui devient la justification de la révolution. Donc, je cite toujours Joseph. S'il est vrai que le passage des changements quantitatifs lents à des changements qualitatifs brusques, par exemple la flotte, hein, qui chauffe jusqu'à 100 degrés et qui devient vapeur, vous voyez, changement qualitatif à 100 degrés, voilà à peu près ce que je peux donner comme exemple. Donc qualitatif brusque et rapide est une loi de développement. Il est clair que les révolutions accomplies par les classes opprimées constituent un phénomène naturel inévitable. Par conséquent, le passage du capitalisme au socialisme et l'affranchissement de la classe ouvrière du joug capitaliste peuvent être réalisés non par des changements lents, non par des réformes, mais uniquement par un changement qualitatif du régime capitaliste par la révolution. Vous voyez bien, là, c'est la révolution qui devient un phénomène naturel. Bon. Et en URSS, elle est censée avoir été faite. Donc surtout, on n'aura pas besoin de la refaire. Alors vous voyez bien que le parti devient l'incarnation de ces lois. C'est au nom de ça d'ailleurs qu'il gouverne. Ça lui permet de dire le sens de la nature et de l'histoire. Et en même temps, il est la main qui les réalise. La main de la révolution naturelle. Bon. Les étapes de l'histoire sont des nécessités qui permettent d'ailleurs d'éliminer le mouvement social et les revendications démocratiques. Bon, exemple. Revendiquer l'institution de la République démocratique bourgeoise dans les conditions du tsarisme et de la société bourgeoise, par exemple dans la Russie de 1905, était parfaitement juste et révolutionnaire, car la République bourgeoise représentait un pas en avant. Mais revendiquer l'institution de la République démocratique bourgeoise dans les conditions actuelles de l'URSS serait un non-sens, serait contre-révolutionnaire, car la République bourgeoise, par comparaison avec la République soviétique, est un pas en arrière. Donc vous voyez bien, hein, la lutte pour les libertés, c'est éliminé au nom de la vérité du parti. Donc voilà, allégeance quasiment du sens de l'histoire et du monde qui ne fait qu'un avec le parti. D'ailleurs, c'est la géniale conclusion de l'opuscule en question, le matérialisme dialectique est la conception du monde du parti marxiste-léniniste, le matérialisme historique étant les principes du matérialisme dialectique à l'étude de la vie sociale. Bon. Alors, c'est la conception du parti marxiste-léniniste, et celui qui dit le contraire, il a droit à un aller sans retour. Omniscience particulière, vous voyez, c'est le parti qui, en somme, maîtrise la contemporanéité de la vie sociale, qui dit que tout doit marcher du même pas. Bon. Là, par exemple, c'est le cas pour la culture en particulier. Bon. La culture doit dire la vérité de la société socialiste telle qu'elle est définie par, etc. Donc tout doit marcher du même cas. Alors, Feu Vladimir avait eu le malheur de dire que la théorie marxiste était toute puissante parce qu'elle était vraie. Bon. Mais là,
la théorie est toute puissante parce que c'est l'infaillibilité du parti. Alors il existe un deuxième pilier au fonctionnement religieux du marxisme soviétique, la reconstitution de ce que Marx appelait dans le Capital une religion de la vie quotidienne. C'est-à-dire, vous voyez, un sacré diffus, présent un peu partout dans la vie sociale. Hein, pas à l'église, dans un lieu spécial, mais bon, hein, disséminé. Bon, dont un des exemples d'ailleurs serait le fétichisme, bien entendu, de la marchandise chez Marx. Bon. On y viendra à notre jour. Donc vous voyez, la transformation des rapports entre les hommes en rapport entre les choses, ça c'était le fétichisme vu par Marx, hein, et qui définissait bon, la marchandise, et une fois dans la marchandise généralisée, c'est évidemment le capitalisme. Bon. Là succède le caractère socialiste de la production, voyez, qui dissimule les rapports réels entre les hommes derrière hein, des effets de croyance et des catégories économiques fantastiques. Alors, exemple encore, la transfiguration du capitalisme d'État en socialisme. La loi de développement harmonieux proportionné de l'économie nationale. Loi fondamentale, c'est pas la loi fondamentale, c'est une des lois du socialisme. La loi fondamentale du socialisme, c'est la satisfaction maximale des besoins matériels et culturels de la société. Alors évidemment, regardez ces énoncés de près. Est-ce que c'est des lois? Bah non. Bon, d'abord, il y a des trous dans la raquette, ça, indéniablement. Mais en plus, ce n'est pas des lois. Bon. Des lois, c'est des rapports constants entre des facteurs. Bon. Hein? C'est des prescriptions. C'est des énoncés qui ne vous disent pas ce qui est, ou comment c'est, ou pourquoi c'est comme ça. C'est des énoncés qui vous disent ce qu'il faut croire. La religion de la vie quotidienne devait colmater les fissures de la façade socialiste de l'économie soviétique. Ainsi s'érige un complexe que, tiens, je vais reprendre un mot hein, de notre vieil ami à tous, André Tozel, un complexe athéologico-politique. Vous voyez, il y a théologico-politique décrit par Spinoza, mais là, c'est non théologico, mais garantie théologico quand même et politique à coup sûr, voyez, spécifiquement religieux, destiné à ritualiser la vie des participants. Plus le marxisme officiel se proclame athée et anti-religieux, hein, vous avez eu dans les années 30 une campagne complètement délirante, un plan quinquennal pour établir l'athéisme en 5 ans. Bon, évidemment, il est passé à la trappe. Bon, et pour cause, mais vous voyez, bon, hein, plus le marxisme officiel se transforme, se prétend athée et anti-religieux, plus il devient une religion laïque de substitution, illustrée par ses pratiques institutionnalisées. Et c'est ce qui explique ces effets de croyance, cette foi-confiance. Je vous rappelle, hein, bon, nous en pays catholique, bon, c'est pas grave. C'est la suite du capitalisme. Nous, en pays catholique, on est un peu habitué à se dire que la foi religieuse, c'est croire que. C'est le credo des catholiques. Je crois ceci et cela, en un seul Dieu créateur, etc. Bon, mais je vous rappelle, hein, le sens fondamental de la foi hein, dans l'Ancien Testament, hein, en hébreu Emunah, c'est la confiance.
voyez, c'est la confiance et la fidélité au patron, si vous voulez. Hein, voilà. Bon, c'est pas croire que c'est après. Bon. Hein. Or, cette foi, confiance et fidélité, bah, c'est vrai qu'elle a atteint l'ensemble du mouvement communiste. Et que bah, ça lui a fait croire des vessies pour des lanternes. Et il y a une formule qui le dit très bien, qui résume très bien cette attitude fidéiste, c'est celle de Jean-Richard Bloch. Vous savez, c'était un poète qui d'ailleurs, je crois, a été fusillé pendant la guerre, hein, et qui fait de cette foi confiance l'équivalence du Dieu caché, carrément, que vous trouveriez chez Pascal, ou a fortiori dans l'Ancien Testament. Vous voyez ? Jouer toute l'intégrité de sa vie morale, intellectuelle, sociale, civique et privée sur une carte, la carte confiance. Bon. Vous voyez ? Alors, la carte, c'est quasiment une allusion indirecte au pari pascalien, reformulé en termes de... Et cette confiance transforme une foi aveugle en une prétendue compréhension supérieure. Jean-Richard Bloch ajoute, c'est quand tu croiras comprendre le moins que tu seras le plus près de la compréhension. Voilà. La fidélité devenait la socialité propre du communisme, à la fois description et prescription de sa vie sociale. Ben oui, les communistes ont mimé la foi de l'Ancien Testament, hein. Genèse 15:6, Abraham crut en Dieu, c'est-à-dire il eut confiance en Dieu, hein, il est en train de lui parler, il ne se demande pas si Dieu existe. Hein, et cela lui fut compté comme justice. Mais je ne suis pas sûr qu'à nous, ça nous sera compté comme justice. Merci. Alors, si je peux... J'ai connu un peu l'Union soviétique, puisque c'est là-bas que j'ai trouvé ma femme à Leningrad, pas à Saint-Pétersbourg. Elle n'était pas russe, elle était bulgare. Bon. J'ai connu aussi des pays socialistes, dits socialistes, parce que en 1974, quand je suis allé dans ces périodes-là, j'ai vu que le socialisme, c'était pas la réalité. Il y a un aspect pour ce qui concerne l'Union soviétique. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Russie. Il y a un héritage des traditions, un héritage où les Russes, en plus il y a un mélange de culture européenne et asiatique, mais il y a aussi ce phénomène donc de nombreux voyageurs, il n'y a pas de nom au XVe, XVIe siècle, où c'est un peuple imprégné de mythicisme. Et toujours la recherche d'un père, de père. C'est pour ça que si Staline, il a pu faire ce qu'il a fait, y compris aujourd'hui, sous notre façon, Poutine, c'est parce qu'il y a cet héritage des traditions, de l'histoire de ces peuples. Et je crois qu'on a tendance un peu à oublier. Et aujourd'hui, il y a un parallèle, c'est assez surprenant si vous voyez comment les choses se passent. Donc j'arrête sur la... Par contre, ce qu'il faudra qu'on ait, c'est une réflexion sur la Chine. Moi, j'ai la chance, mon fils, il a passé 3 ans en Chine, il risque d'y repartir, oui, il va repartir encore pour 3 ans. C'est ce que tu disais sur... Parce que ils ne relient pas le profit. Il faut exploiter, ils mettent les gens capables, et je vais vous raconter des anecdotes qui vont vous surprendre, capables, ça devient des oligarques milliardaires, mais s'ils déconnent, ils disparaissent. Avec l'argent, l'État reprend. Donc il faut voir ça d'une manière. Mais donc, en plus, Xi Jinping, c'est pas lui qui décide tout ça, c'est le bureau politique. Il paraît que c'est collectif les décisions. Alors c'est un petit groupe, mais donc c'est vrai que c'est le Parti communiste qui dirige le pays. Et mon fils, il a reçu une de ses copines franco-chinoises, elle est partie hier soir, là. Elle expliquait que son père chinois, il y a 25 ans, la Chine, les gens mouraient de faim. Enfin, il y avait beaucoup de gens, et ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas d'école. Et il dit, ben aujourd'hui, la Chine d'aujourd'hui, on mange tous et on va tous à l'école. Et après, eux, ils visent, c'est un système assez particulier
disons par le Parti communiste, disons capitaliste, dans l'intérêt, parce que mon fils, quand il est allé en Chine, il a été interrogé, non, prévenu par la DST, en disant tu vas en Chine, mais fais attention, tu vas rencontrer des dissidents, peut-être contre Xi Jinping, mais avant tout ils sont nationalistes. Donc fais très attention comment tu interviens, comment tu procèdes, etc. Après, à long terme, puisque mon fils il propose un poste important, en accord avec la France, dans 4-5 ans, hein, pas avant. Ils vont lui payer, lui donner une bourse pour qu'il passe son doctorat. Pour avoir ce poste, il est ingénieur-chercheur en biologie. Il faut être doctorant, et même le directeur de l'INSERM à Paris, il lui a dit, bon, tu vas travailler, ce qui compte, c'est que tu sois docteur, ce qui permet d'avoir le poste. Mais une autre anecdote, regardez, fac de lettres, il y a un stage de formation FLE, français langue étrangère, français, 27 élèves, sur 27, 25 chinois. Où ça, en France? Faculté de lettres, là, à Nice. Pour quelle raison? C'est que c'est des futurs profs qui vont apprendre le français à des Chinois, pour que demain ces Chinois deviennent les futurs cadres dans l'Afrique francophone. Parce que l'élite des 14 pays francophones, ils ne parlent pas anglais, ils parlent français. À l'EDEC, on a fait une conférence sur le franc CFA. Pareil, il y a des Chinoises, ça coûte 20-25 000 euros par élève par an pour la Chine. Donc, ils investissent lourdement. Donc, ils prennent des cours de gestion, de comptabilité, etc. C'est pareil, c'est les futurs cadres des sociétés chinoises en Afrique. Donc, ils visent à long terme. Mais je vous parle tout ça, c'est parce que je le vis, le fils il vient d'arriver, là, et si je vous raconte le périple, il est rentré à pied de Pékin, hein, jusqu'à Nice. Ouais. Le bus, le stop et le train. Sauf la... oui, traverser la mer. Sauf la Birmanie, non. Sauf la Birmanie et l'Iran, parce que comme il est scientifique, puisqu'à l'ambassade, il était conseiller scientifique en biologie, donc c'est dangereux pour... et là aussi, je vous parle, c'est un peu à côté, mais nous, on a tendance, c'est vrai qu'il y a l'uniformisation, on voit la publicité sur la planète de partout, mais dans son itinéraire qu'on voyait sur une application extraordinaire, tu as regardé aussi, eh bien, il a fait le Laos, Cambodge, mais alors il y a des civilisations différentes. Nous, on a l'impression que tout le monde vit comme nous, etc., par Facebook. Et ce qui m'a surpris, très très religieux de partout, même en Chine. Pas sous-estimé. Il est allé dans des villes catholiques en Chine où les gens vont à la messe le dimanche, etc. Donc il y a tout ça. Il y a beaucoup d'activités. Enfin, bon, après, il a galéré au Bangladesh, en Inde pour manger. C'était un peu compliqué. Puis quand il est arrivé en Turquie, là, il a repris du poids. Mais ça, c'est une aparté, c'est l'expérience que je vis en ce moment. Mais par rapport à ce qui s'est passé, Staline et tout, c'est lié aussi quand même à un héritage traditionnel qu'il ne faut pas sous-estimer. Et parce que, je me répète ce que j'ai dit, je fais un parallèle avec ce qui se passe en Russie, et on voit quand même des similitudes assez importantes. C'est plus le communisme avec Poutine, c'est plutôt droite, extrême droite, mais ce qui domine dans ce pays, c'est le nationalisme. Parce que vous avez vu comment ça se passe. Bon, nous, on est intoxiqués par les médias, donc il faut voir ce côté-là très très important. Moi, je vous dis, quand je suis allé en Union soviétique à l'époque, pour moi, c'était pas du tout le social. Pourtant, je suis membre du parti depuis 57 ans. Je suis revenu où c'était pas, la santé n'était pas si gratuite que ça, l'école pas tant que ça. Bon, s'il y avait une élite, surtout la famille d'élite, par exemple, moi je vois en Bulgarie, comme mon beau-frère, mon beau-père était médecin du gouvernement, il a eu le droit de faire Imperial College à Londres, payé par l'État, mais ce n'est pas la vocation de tout le monde. Et vous voyez les dirigeants russes d'aujourd'hui, comme avant, ils font toutes les grandes écoles, Harvard, etc. Donc il y a cette dimension de l'héritage, des traditions, et qui ne s'efface pas en quelques décennies, mais ça va
ça demande plusieurs siècles. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Oui. Je voudrais te dire bravo, hein, parce Ouais, que ouais. c'est vraiment c'est une autocritique que j'aimerais bien que le Parti communiste Oui. fasse. Oui. Je vais jusqu'à dire ça, parce que quand on t'écoute, imagine un jeune de 30 ans qui est là, on a 30 ans, hein, il entend ça, il va à la fête du château, il lit l'humain, et il y croit quelque part, hein, et on dit merde, c'est ça le communisme. Hein. Alors, je pousse hein, le raisonnement, mais je crois que partir de ton analyse, qui est déterminante, parce que tout est mensonge, bien entendu, hein, tout discours est mensonger, mais l'humain, il est d'abord dans la haine, c'est la pulsion de mort qui mène l'humain, partout. Au-dessus de ça, tu as la recherche d'un maître, d'un Dieu qu'on adore. Hein. On est piégé par ça terriblement. Alors, par rapport à ta... C'est très important que tu dises ça, et vraiment félicitations, parce que c'est vraiment... Non, parce que c'est aussi la vérité. Cela dit, il y avait certainement aussi certains aspects positifs qui pouvaient exister. Mais cela dit, aujourd'hui, quand on se dit marxiste, qu'est-ce qu'on peut espérer politiquement pour faire avancer les choses? Je ne parle pas en tant que syndicaliste, là, hein, parce que là, on est aussi dans une forme de réformisme. Enfin, c'est quand même nécessaire, hein, et combien, parce qu'on le voit actuellement. Mais politiquement, comment peut-on maintenant utiliser Marx, qui a très bien démontré, baisse tendancielle du taux de profit, etc., hein, comment maintenant utiliser Marx et comment avancer en tant que communiste, si vous êtes communiste? Helmut. Oui, à un moment On donné, va y revenir. à un moment donné, il était question de 20 généraux, il n'y en a que 2 qui ont survécu. Qu'est-ce qu'on leur a reproché? Aux autres? Oui. Alors ça, avec Staline, c'est difficile parce que, bon, le plus connu, c'est Tukhachevski. Bon, apparemment, lui, il avait été lancé par Lénine, on peut le dire. C'était un ancien officier tsariste que les bolcheviks avaient récupéré, et c'est Lénine qui l'a... alors lui, on sans doute, la proximité avec Lénine rendait en somme faire de l'ombre à Staline. Et ça, c'était très mal vu. Les autres, c'est très difficile, parce que je ne sais pas ce qui... dans cette histoire, ressort de la paranoïa de Staline qui voyait du complot partout, et ce qui peut ressortir en gros de prise de position individuelle ou même collective, je n'en sais rien. J'ai un gros problème avec certains aspects de l'histoire de l'Union soviétique, c'est que moi, je ne parle pas le russe. Et que donc les sources que je connais sont des sources traduites en anglais, en allemand, où il y en a beaucoup plus qu'en français. Hein, bon, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la terreur, alors là les sources sont toutes concordantes, souvent le nombre de types à exécuter était décidé antérieurement à savoir qui on allait balancer. Vous voyez ? Et donc, en gros, on faisait le nettoyage pour faire le nettoyage. Bon. On le sait, il y a des textes très précis, par exemple, je crois que c'est en 1936, je crois qu'il y a un texte où Staline dit carrément 60 000 mecs comment on les trouve et où. Okay. Bah, c'est un malade, peut-être, mais il faut à ce moment-là expliquer comment le malade a pu régner comme ça. Vous voyez ? Parce que, justement, il ne suffit pas de dire... Donc, bien sûr, oui, moi je pense aussi que c'est un parano au dernier degré, tout. Bon, mais il a eu le pouvoir. Il a aussi obtenu de la confiance. Si stupéfiant que ça puisse nous paraître aujourd'hui. Bon, il a obtenu de la confiance, ce type. Bon. Alors, pour expliquer ça, alors, l'héritage, il existe, bien sûr, mais
il y a toujours un côté paradoxal là-dedans. C'est que pour une part, on liquide l'héritage et on le fait revenir en sous-main. Bon, on proclame l'athéisme, y compris avec ce plan complètement dingue, et on fait revenir la religion en sous-main. Bon, c'est extrêmement déconcertant, si vous voulez. Hein. Pour vous donner, il y a un autre exemple, bon, l'histoire de l'Ukraine. Y a-t-il eu vraiment intention d'affamer l'Ukraine? Je ne peux pas lire l'ensemble des sources. Celles que je connais, qui sont donc des sources traduites, hein, en anglais ou en allemand, ne semblent pas aller dans le sens d'une intention d'affamer, délibérée d'affamer. C'est beaucoup plus une négation de la réalité, le fait que les subordonnés disent ce que le patron veut entendre. Bon, par exemple, il y a un télégramme de Kossior, c'est le secrétaire du parti ukrainien au moment où il y a la grande famine, qui dit, qu'il écrit à Joseph pour lui dire bon, c'est pas vrai, il n'y a pas de famine chez nous, il y a un ou deux villages où il y a eu ça, mais ça s'est arrangé avec l'aide qu'on a reçue. C'est du délire, c'est du déni systématique. C'est-à-dire que le truc, c'est que avec la terreur, le patron, il entraîne tous les autres dans son délire. Et les mecs lui disent ce qu'il veut entendre. Parce que là, c'est le cas. Ça n'y a pas réussi, un Kossior en question, on ne l'a pas revu, mais bon. Oui, je voulais ajouter le comportement de Staline. Il faut bien voir que très très tôt, quand il est membre du parti, du PSO, DR, un truc comme ça, Staline est un dirigeant mineur. Il est en permanence en situation infériorisée par rapport aux différents groupes dirigeants au fil des périodes. Au fil des périodes. Toujours, il est le vilain canard boiteux de la bande. Celui des coups de main. Celui des coups de main, etc. Bon. Y compris pendant la Révolution, en octobre 17. Il arrive très tard parce qu'il est prisonnier en Sibérie et il est libéré à l'extrême limite pour participer, pas tout à fait à la fin de la Révolution d'octobre, mais disons, elle est déjà bien engagée. Bon. Pour autant, il va se retrouver quand même dans une forte position pendant la Révolution. Mais toujours pareil, c'est Lénine qui dirige et Trotsky. Lénine, Trotsky. Quand les Russes parlaient de la Révolution d'octobre, c'était, alors en 17 et après, c'était Lénine-Trotsky. Pas Staline, ni d'autres. Lénine-Trotsky, dont l'accord a été un facteur très très important de la Révolution. Et donc ça explique le comportement après, dans toutes les années qui suivent. Tout ce qui fait penser à Lénine et à Trotsky, sauf l'image. Une revanche. Sauf l'image. Sauf l'image. Sauf l'image, tu as raison. Mais tout ce qui fait penser à Lénine ou à Trotsky, c'est éliminé. Bien. Quand il est jeune, il y a une réunion du bureau politique où il prétend mêler son grain de sel à une discussion théorique. Oui. Et il y a, je ne sais plus lequel l'interrompt, son surnom c'était Koba. Tais-toi Koba, la théorie c'est pas ton fort. C'est ça, c'est ça. Comme ça. Voilà. Bon. Non, alors ça situe effectivement le bonhomme avec ce désir de revanche qui est clair. Mais là encore, on ne fait pas un système. Non, ça n'explique pas le système. À ce point puissant quand même, parce que bon... alors sinon, je reviens sur notre contexte à nous, franco-français.
Donc, et là, je poursuis ce que disait Hugues. Effectivement, c'est extrêmement important ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que il y a combien de générations maintenant? Combien? 3 ou 4 là, hein, 3 ou 4 générations qui sont passées et qui ont vécu, milité, étudié le marxisme, etc. etc. En gros, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, surtout à partir de ce que tu as mentionné, c'est-à-dire matérialisme historique et matérialisme dialectique. Bien. Et ça, et moi je sais qu'il y a encore des... Moi aussi je suis membre du parti commun, et moi je sais qu'il y a encore des communistes aujourd'hui, et paradoxalement plutôt des jeunes que des anciens d'ailleurs. Bon. J'ai une demande de stage là, oui, vous de m'envoyer alors. Ouais, voilà. Eh bien, il y a aujourd'hui encore des jeunes gens qui adorent, enfin, qui étudient, comment dire, le matérialisme dialectique et le matérialisme historique, enfin c'est l'inverse plutôt, et ou qui, par exemple, adorent le Staline de Domenico Losurdo. Oui, absolument. Qui a fait une biographie de Staline, Maus Costo, et biographie qui cherche à réhabiliter Staline, et qui est extrêmement surprenant. Bon, donc ça c'est pour dire que, et là je m'exprime en tant que membre du PC, on a besoin de ce genre de séance au sein du parti pour éliminer toute la merde, les fausses croyances, etc. Je me tourne vers toi. Toute la merde qui traîne encore, quoi, hein, de partout. Bon, je ferme la parenthèse, ce n'est sûrement pas ça qui vous intéresse au premier chef. Je termine, troisième remarque, pour revenir à des choses qui vont aussi nous rapprocher du séminaire. Comment il s'appelle le mec là, Stakhanov, le stakhanovisme, etc., les primes, ceci, cela, mais c'est du Fordisme. C'est du Fordisme. Nous allons avoir une conférence sur le Fordisme en octobre ou en novembre, on verra ça. C'est du Fordisme. Et Staline connaît Ford. Totalement. Il y a deux personnes qui le connaissent bien Ford. Il y a Hitler, qui a une photo de Ford dans son bureau, et Staline, qui fait appel à Taylor, à Ford, et à ses ingénieurs, enfin aux personnes qui gravitent autour de ces personnes-là, pour l'URSS. Eh oui. Il y avait juste une question qui me revenait à ça. On parlait plusieurs fois qu'il y avait des plans. Comment ces plans étaient établis, qui le mettaient en place, et comment justement ces idées-là venant des États-Unis ont été intégrées dans l'économie russe à ce moment-là. Ça, c'est une foutue question. Bon, le premier plan, qui n'est pas un plan d'ensemble de l'économie, c'est sous Lénine. C'est un plan qui partait de l'énergie. Il s'agissait, c'est la fameuse histoire des soviets et d'électricité. Vous savez, hein, le communisme, c'est les soviets d'électricité. Donc le premier plan partait de l'énergie, mais rayonnait à partir de l'énergie pour essayer d'envisager ce qu'on pouvait faire. Vous voyez. Alors, ce qui est typique de ce premier plan, quand on regarde d'ailleurs là ce qu'on dit Lénine lui-même, il dit deux choses apparemment très contradictoires. Il dit c'est scientifique et il dit faudra le rectifier. C'est-à-dire qu'il dit lui-même c'est probablement bourré d'erreurs et il dit quand même c'est scientifique. Mais il faut prendre là aussi les choses au sérieux. Les sciences, ça se rectifie.
Ah oui, ça se fait des erreurs, mais ça se rectifie. Et ce plan, il était fait par une commission, mais c'est vrai que, en fait, il a été soumis à une énorme discussion, vous voyez, et c'est pas un plan simplement, le plan de Lénine, si vous voulez, c'est un plan qui est fait pour raccorder des choses qui existent. En somme, essayer de travailler en réseau. Donc c'est pas le plan impératif qui va ensuite être celui à partir de 28-29, où là, on doit décider de tout a priori et en avant. Bon. Alors celui-là, il y avait une commission qui a travaillé à ce plan, mais il faut savoir que le premier plan quinquennal, il a été complètement revu par les dirigeants et par Staline lui-même. Et que donc, tous les paramètres qui étaient dedans ont été revus à la hausse. Alors après l'insertion, alors là, c'est très difficile, parce que on a souvent dit, par exemple, que c'est grâce à la main-d'œuvre prisonniers, vous voyez, etc., quoi, que le plan a pu être atteint. Bon. Alors, il faut pas exagérer, parce que la main-d'œuvre des camps et tout ça, c'était souvent une main-d'œuvre très déqualifiée, qui pouvait évidemment, oui, travailler dans les mines, où beaucoup d'ailleurs y ont laissé leur peau, ou construire des barrages, mais qui ne pouvaient pas travailler dans des postes qualifiés. Bon. Donc, il est absurde, si vous voulez, de réduire le plan à l'application de la terreur. Donc ça, je crois que c'est fait aussi partie des choses fausses, si vous voulez. Je crois que l'historien qui me semble le plus à suivre, quoi, c'est quand même Moshe Lévin. Oui. Oui. Qui me semble être le plus sérieux, qui ne va pas du tout, ni dans la réhabilitation folle, le sourdeau et autres, ni non plus dans les affirmations systématiquement défavorables quand c'est pas vrai. Oui, on va consacrer, je sais pas, sûrement 2 ou 3. Ah, excuse-moi. Et la réponse à sa question? Oui, la question que je pose, oui, tout ça c'est très bien. Mais imaginez 2 secondes qu'on est un étudiant avec nous, hein, et il va sortir de là comment? C'est-à-dire qu'il faut quand même, à partir de l'analyse que tu as fait, que je partage, montrer qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le marxisme, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe, à force de faire une autocritique, et devenir masochiste. Il faut changer un peu de posture. Et là, ça me paraît quand même important aussi, ça, comment enseigner Marx, hein, et que faire aujourd'hui face au système qu'il est. On ne verra jamais que ça bougera, hein. Il faudra bien, quoi, hein, 300, 400 ans de capitalisme et on a à peine 100 ans de communisme, hein. Donc il y aura encore du temps à prendre. On va laisser passer l'été, puis après on verra. Voilà. Le 15 septembre, on fait la révolution. Il y a quand même... Oui, mais répondez à ma question. Oui, mais bon, Mais pour nous, on a une solution, parce que nos séminaires... il y a d'autres questions, j'essaierai de répondre après. Pas moi. Monsieur derrière, non Non, c'est vous. Moi? Bon, alors, vous avez une question si vous voulez. Oui. Est-ce que ce système-là, ça reste quand même le système tsariste? Je veux dire, sociologiquement, ça n'a pas changé. Même, peut-être je suis hors sujet, mais même Poutine, c'est un star. Ah bah oui, un tsar. Oui. Je veux dire, le système, c'est l'héritage, très difficile de changer. C'est une structure. Oui. Ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. Oui, mais vous voyez, il y a quand même une différence, par exemple, avec la période stalinienne. C'est que, bon, jamais le tsarisme a réussi à faire décoller, en quelque sorte, une économie moderne
Alors que, bon, quoi qu'on en pense et à quel prix, etc., oui, et c'est même là-dessus que se fondait une bonne partie de la confiance des Russes. Il y avait ça et le nationalisme, parce que le nationalisme, il n'est pas nouveau. Hein. Et Staline s'en est abondamment servi. Mais vous voyez, il y a eu dans des pays bon, les républiques qui étaient anciennement musulmanes, etc. Bon, ils ont vu arriver le train, le téléphone. Bon, pour les femmes, il y a eu d'énormes changements. Le fait de travailler, le fait de pouvoir se vêtir autrement que selon la tradition, parce qu'on n'hésitait pas à la saquer quand, bon, hein, avec cette ambiguïté toujours, oui, tradition, oui, mais bon. Hein. Donc, vous voyez, le parallèle n'y tient pas jusqu'au bout. Je dirais que pour Poutine, il y a de ce point de vue-là, régression vers le tsarisme, carrément. Hein. Parce que là, lui, il est en train de couler avec son pays. Ce qu'on voit en Chine maintenant, c'est... Alors, la Chine, ben oui, la Chine... Pas que ça dérape, c'est tout. Alors, il tire les leçons. Mais la Chine, d'une certaine façon, quand on lit les topos de Deng Xiaoping, j'ai pas voulu je pouvais pas tout faire, hein, mais, bon. Mais quand on lit les topos de Deng Xiaoping, à certains égards, Deng Xiaoping, il rejoue la NEP. En un sens. Oui, oui. Après la période du maoïsme, pur et dur, révolution culturelle, il rejoue la NEP. Mais en nous disant, c'est du socialisme. Bon, Lénine avait bien dit, bon, non, hein, c'est du capitalisme d'État et on fait ce qu'on peut. Bon. Mais contrôlé par l'État, c'est le capital que... Bien sûr, contrôlé, bien entendu. Bon, mais il n'avait pas la prétention de dire, on est en train de faire... du communisme dans sa première phase. Il savait très bien que, bon, c'était trop loin. Il est arrivé à Rome. Alors, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, moi j'ai pas la prétention de parler au nom d'un parti ou de quoi que ce soit, hein. Et je me méfie toujours des théoriciens qui font des programmes parce que généralement c'est les plus mauvais. Bon, alors comme j'ai travaillé plus tôt. Mais il y a par exemple des choses qu'on peut voir, il y a quelque chose qui a changé, par exemple dans le capitalisme. Est-ce qu'il va s'effondrer simplement par explosion ou en quelque sorte par implosion, songer aux problèmes climatiques et écologiques? Vous voyez? Ça c'est une des perspectives à prendre, c'est pas la seule, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le capitalisme lui-même, l'exploitation, etc. Bon. Mais... même dans ces formes-là, par exemple, il y a beaucoup d'aspects qui ont pu être évoqués ces dernières années, ici ou là. Bon, il y a eu un moment qui a été de brève durée, parce qu'il a évidemment été peu soutenu. Il y avait des communes, en particulier en Allemagne, qui développaient leur propre réseau électrique ou Internet. Vous voyez? Bon. Alors, c'était du communalisme, on dira. Ben oui, mais si on les avait mis en réseau. Bon, hein, une des définitions du communisme par Marx, je la rappelle parce que c'est celle qu'on a tous oubliée pendant très longtemps, c'est les coopératives associées selon un plan commun. C'est ça. Guerre civile en France. Absolument. Bon. Hein, et donc, une nuance par rapport à... le poids étatique contrôlant le capital, hein, de très loin. Bon. Reprendre cette question du communisme. Bon. Et essayer de voir ce que, à la fois ce qu'ils en ont dit, eux, et ce qu'on peut en faire aujourd'hui, précisément, avec des éléments, des petits éléments, mais qui sont... Mais tu vois, ça, moi, je reste sur les jeunes, hein, donc, puisque... tu veux absolument avoir ta réponse. On a un problème. On a un problème. Quand nous organisons une formation, Jean-Pierre a organisé une formation en février, il y a 3-4 mois. Il y a eu que 15, 16, 18 personnes, un truc comme ça. Il y avait 29, mais on avait une douzaine de jeunes. Et combien? 29 en tout. Et combien de jeunes? Une bonne douzaine. Une bonne douzaine. Certains sont venus pour toutes les séances, mais
pas 12. Sur les 12, il y en a peut-être que 2 ou 3 qui ont assisté à toutes les séances. On a un problème pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Ce qui nous paraît encore plus grave, puisque nous c'est nous et eux c'est eux. Hein. On ne va pas en dire plus. Enfin, moi je voudrais quand même là-dessus dire un truc d'actualité. Hein. En ce moment, Vladimir Ilitch nous a dit soutenir les revendications démocratiques. Bon, en ce moment, il me semble qu'il y a une série d'atteintes aux libertés publiques en France, massives, d'ailleurs qui se traduisent parfois pas seulement par des atteintes aux libertés, mais par des atteintes aux individus. Hein, les balles perdues de la police. Un jeune qui a été fusillé à Nanterre. Bah oui, bien entendu. Alors, précisément, je me demande ce que fout la gauche et ses états-majors qui n'ont pas lancé une campagne qui aurait pu être unitaire, celle-là. Hein, parce que on sait très bien aussi que plus on sera fragmenté, plus on sera tapé dessus. Mais une campagne sur les libertés publiques me semble répondre à ce que Feu Vladimir nous a expliqué dans Que faire, et me semble en ce moment absolument indispensable. Alors, je suis désolé, moi je suis pas du tout... mais moi si je rencontrais actuellement les membres des différents états-majors de la gauche, je leur foutrais des baffes. Et tu leur dis quoi? Eh ben, mais ça, lancez-la de façon unitaire. Par exemple, moi, personnellement, je me bagarre par rapport à la guerre de l'Ukraine. Même le journal L'Humanité, qui ne correspond pas à ma vie. La paix, il faut mener des batailles, des manifs, des trucs. Là, rien, on critique, on soutient. Mais nous, on est en train de se poser la question de savoir si on fait une liste comme aux européennes. Et en même temps, ça c'est la machine à... Par rapport au capitalisme, il y a quelque chose d'intéressant. D'abord, ils s'organisent, je vais montrer... parce que professionnellement, je fais partie des activités économiques du bâtiment, je vais montrer, je fais partie du club business et tout, où les patrons s'organisent. Alors moi, là, je ne parle pas comme je le dis, je dis rien, j'écoute, parce que je ne veux pas me faire griller, je suis invité à leur colloque, c'est intéressant. Mais il faut savoir ce qui se passe sur la planète. Il se passe quelque chose où le capitalisme est en difficulté, parce que si la Chine, l'Inde, le Brésil, tous ces pays-là font cette monnaie BRIC, le capitalisme américain se trouve en difficulté. C'est pour ça qu'il y a une telle agressivité aujourd'hui. Parce que si demain les échanges commerciaux ils se font avec cette nouvelle monnaie, le dollar, ils ne pourront plus faire tourner la planche à billets. Et c'est la première fois que les États-Unis, il y a un taux d'inflation qui dépasse les 10%. Ça n'existait pas auparavant. Je veux dire, il y a une situation. Et j'en viens à un autre aspect. J'ai lu des articles sur le leurre du capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme maintenant il investit sur ceux qui sortent des mouvements sociaux, l'écologie, l'environnement. Mais eux, ils s'adaptent pour faire du fric. Même Total qu'on critique, voilà, Total c'est celui qui investit le plus dans les énergies renouvelables, etc. Il y a toute une transformation, mais en même temps, ils sont en difficulté parce qu'auparavant ça roulait tout seul. Là, il y a des contestations, et même dans leur rang, parce qu'il y a des choses qui ne passent plus. La destruction des forêts, je ne vous raconterai pas le détail, par exemple, des panneaux solaires, les inconvénients qu'il y a en réalité. J'en ai posé 100 mètres carrés là, au mois de juillet l'année dernière. C'est très bien, mais il y a des défauts. Donc il y a tout ça, mais le capitalisme, regardez bien. Et donc il y a des mouvements dans la société qui seraient comme là où on demande la dissolution des écologies. Voilà, je trouve qu'on devrait descendre dans la rue, on devrait vraiment, parce que c'est inacceptable. Comment un mouvement qui veut défendre, alors je ne partage pas tout sur leurs actions, mais comment on interdit, mais on est sous j'exagère, mais pas tout à fait, on est sous une dictature. On a vu qu'on a un président où
il a décidé, et puis basta, les retraites, allez vous faire voir. Il raconte que le port de Marseille, je traverse le port et j'ai des embauches. Nice Matin a fait un très bon article aujourd'hui à ce sujet. Je poursuis encore la ligne de réflexion de Jean. Toi, tu parlais des libertés publiques. Un autre exemple, oui, et Jean-Pierre aussi, un autre exemple, les retraites. Nous venons de vivre quelque chose de remarquable puisque les syndicats sont restés unis pendant 6 mois. 6 mois, Au moins. Comme jamais. On va dire 6 mois. Ils sont restés unis comme jamais, la coordination syndicale. Qu'est-ce qui fait que nous, la gauche, et au sein de la gauche, les différents partis, pourquoi la gauche ne propose-t-elle pas à la coordination syndicale une coordination thématique nationale entre la coordination syndicale et les partis? Et on y ajouterait évidemment dans la foulée, cela va de soi, tout un tas d'organismes de la société civile, les mutuelles, tout un tas de fondations. Non mais... Attention aux mutuelles, parce que depuis le gouvernement Balladur, on peut distinguer les mutuelles des autres. Exactement. Mais il y a tout un tas de mutuelles qui restent encore globalement dans une orbite progressiste. Et donc, il y a toute la société civile. Mais attaque toutes les fondations, il y a tout un tas de think tanks, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas ça? Ça serait une force de réflexion et de proposition extraordinaire. Là, on a l'opportunité de le faire. On sort d'une séquence extraordinaire. Il faut aller faire un pas de plus. Bon. Il faut que tu prennes la tête de tout ça. Voilà. C'est ça. Alors, parce que, regarde un exemple, Anticorps. Allez, hop, mais où on va? Anticorps perd son accréditation. Oui, et avec les procédures... Non, mais attends, quand ils perdent leur accréditation, ça veut dire que toutes les procédures qui sont contre les ministres, des députés, bien sûr. Voilà, oui, c'est ça l'objectif. Et c'était ça l'objectif. Ouais. Compte tenu du fait qu'il y a entre autres Richard Ferrand et compagnie là-dedans. Voilà, une question, le ministre de la Justice. Je réponds également à une question de Helmut sur le Fordisme. Pourquoi donc le système soviétique à l'époque a mobilisé le Fordisme? Tout simplement, pourquoi? Parce que, ne l'oublions pas, on dit le Fordisme, mais il faut remonter à la théorie source, c'est le taylorisme. Le taylorisme, c'est quelque chose qui commence à être sur la place publique dans les années 1880. Taylor commence à formuler ses thèses sur l'organisation scientifique du travail dans les années 1880. Et Ford arrive, lui, au début du XXe siècle, 1903, 1908, 1913. La Ford T, c'est 1908. Et le système du convoyeur, c'est 1913. C'est la chaîne. Donc, la chaîne. La chaîne Charlie Chaplin est en moderne. J'ai le film, moi. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça, c'est un savoir partagé au niveau mondial. Donc, la Russie et ensuite l'Union soviétique sont absolument au courant de tout. Hein? Taylor et Ford ont partagé leur savoir avec, il y a eu du tourisme industriel, hein, en quelque sorte, dans les usines de Ford, hein, ou bien avec Taylor, etc. Et donc, c'est un savoir mondial. Oui, là... Bon. Il y a une question, monsieur. Là. Pardon. Je viens personnellement d'une autre tradition marxiste. Alors, j'avais jamais besoin de croire le mythe fondateur de Octobre, ni au point de vue idéologique, ni politique.
C'est-à-dire que j'ai toujours compris que le marxisme pourrait être hostile à le régime soviétique à partir de 1917. Et pour vous donner une idée des auteurs des politiques, je pourrais citer par exemple en France Horace Rosenfeld, SFIO, Boris Souvarine, en Russie Julius Martov, Raphaël Abramovich, Boris Nikolevsky. Je cite les auteurs qui ont été publiés en France. David Dalin, et enfin, je pourrais continuer, mais ça c'est les... Thomson. Pardon? Thomson. Il n'écrivait jamais sur la politique actuelle. Ah. Non. Il parlait, son spécialité c'était le 19e et 18e siècle. Oui, c'est vrai. Il a écrit un grand livre contre Althusser. Oui, misère de la théorie. Oui, mais ça c'est quelque chose de spécifique. D'accord. Moi je parlais des gens qui écrivaient dans les années 20, 30, 40. Ils étaient des figures historiques. Et les critiques qu'il faisait de le régime soviétique et encore plus le stalinisme étaient assez semblables aux choses qu'on a dit. Mais ils avaient le mérite de le dire il y a 100 ans. Il y a 50 ans. Pas il y a 5 ans, pas après 89. Et je voulais montrer, je sais bien que mon position politique comme idéologique a bien des problèmes. Le monde a changé un peu depuis 50 ans. Mais est-ce que ces critiques-là, de ces auteurs-là, pourraient être utiles pour vos pensées et les débats? Dans le sens qu'ils montrent que l'idée d'identifier le marxisme avec ce qu'avait fait Lénine ou Staline, c'est vraiment faux. Comme je crois que c'est faux, je devrais le dire. Mais on ne peut pas dire que ces auteurs-là ou d'autres n'avaient pas été constants pendant longtemps. Et leur critique était bien marxiste. Il faut dire que j'ai une vision un peu différente de la position idéologique et politique de Marx et Engels, qui est, je crois, plutôt à côté de ces gens-là. Je citerai dans la guerre civile en France, Marx écrivait que, je crois que c'était le système des élections était absolument l'inverse d'une investiture hiérarchique. Alors, je crois que j'ai la phrase, on le reconnaît. Alors, évidemment, investiture hiérarchique, ça parle bien des élections en Union soviétique et dans le bloc. C'est une critique qui est valable et qui vient d'une source écrite en 1871. Non, je voulais juste savoir si... Vous avez raison, mais en France aussi, il y a eu beaucoup de courants, effectivement, extérieurs, si vous voulez. Mais alors, ça pose un problème, la politique, c'est que jamais ils n'ont réussi à prendre, si j'ose dire, le dessus idéologiquement sur le stalinisme. C'est-à-dire qu'ils ont fonctionné, et alors surtout, à ma connaissance, leur point faible, paradoxalement, c'était souvent la critique purement économique. Parce que très souvent, même les critiques du stalinisme, par exemple, faisaient, somme toute, assez confiance à l'image traditionnelle. Socialisme, ça veut dire
en gros, une économie largement nationalisée, plus ou moins, avec le plan, et puis un truc qu'on appelle pouvoir des travailleurs. Et là, évidemment, c'est là qu'on se tape dessus, parce que, bon, on se casse un peu la gueule. Bon, donc, moi, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est ça. C'est pourquoi ce stalinisme a-t-il réussi, en quelque sorte, à passer par-dessus toutes ces critiques qui ont été faites. Vous avez raison dans le marxisme anglo-saxon, mais en France aussi, ils sont passés par-dessus, ils ont réussi quand même à garder très longtemps la mainmise sur les mouvements socialistes, plus ou moins directement, alors même que la réalité craquait de partout, quoi. Bon, c'est ça, si vous voulez, qui m'étonne le plus, parce que les critiques, oui, il y en a eu, même en France. Hein, et pas seulement de la part des milieux trotskistes, si vous voulez, d'autant que bon, la critique de Trotsky elle-même, elle est souvent, à mon avis, assez faible. Très honnêtement, bon, c'est pas la plus forte. Donc, c'est un peu ça, vous voyez, qui me travaille, quoi. Hein. Quant au reste, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'était Staline qui a fait dérailler le train communiste? Bah, je crois quand même, il y est pour beaucoup. Il n'est certainement pas tout seul, mais il y est pour beaucoup. Bon, ça, évidemment, ce que ça pose comme problème, c'est est-ce qu'il y a véritablement continuité, par exemple, Lénine-Staline, bon, le vieux problème récurrent. Alors, bien sûr, il y a des points de continuité. Bon, l'histoire du Fordisme, par exemple, il faut savoir que c'est aussi une volonté politique. Hein, au début de la Révolution, délibérément, Lénine introduit le taylorisme et le Fordisme là où ça n'existe pas. Alors pourquoi? Alors là, carrément, devant le chaos de la Révolution russe, il y a faut bouffer, faut survivre, à n'importe quel prix. Ça, c'est une des caractéristiques, si vous voulez, du bolchevisme de Lénine, c'est à n'importe quel prix. Bon. Et il dit oui, nous travaillons mal. Oui, bien sûr. Il dit nous travaillons mal. Bien sûr. Bon, Taylor. Donc, vous voyez, par exemple, à n'importe quel prix, ça veut dire, y compris en étouffant la rébellion de Kronstadt, qui réclament leur retour aux soviets. Bon. Mais, à ses yeux, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'alternative, et deux, on ne peut pas, dans ces derniers textes c'est clair, il dit ça ne marche pas, la machine déraille, etc. Il le dit lui-même, hein. Mais il dit aussi on ne peut pas faire une sorte de révolution dans la révolution, il faut y aller en douceur. Bon. Et là, probablement, il s'est peut-être trompé, si tant est qu'on puisse dire, bon, parce que j'ai pas l'étoffe ni les épaules de m'aligner, mais il s'est probablement trompé en fermant les organisations, en somme, sur leur sommet, sur leur direction. Parce que après, bah, voilà quoi. L'homme fort a pris les... Enfin, je pense que vous en... Voilà, merci. Bonnes vacances.